en musique. Une musique autre que... Non, ton identité musicale, ça on la connaît. Oui. Mais là, de démarrer comme ça, c'est nouveau. Oui. Mais on l'a dit au début, on parlait Kalash. On parlait de Kalash, donc Voilà. il fallait mettre un extrait d'un morceau de Kalash. Et donc c'est lui Kalash. Oui. Dancehall. Oui. Tu m'as dit méga connu, méga populaire. Superstar, oui. Superstar. Chez moi. Dans les Caraïbes, Guadeloupe. Il a fait une tournée aussi mondiale, il me semble, mais oui, très très connu dans la Caraïbe, très très connu. Et le morceau que vous venez d'écouter est un extrait d'un morceau beaucoup moins connu de Kalash qui est sorti avant Prends Pied. Prends Pied, c'est un peu le morceau qui a fait démarrer sa carrière, il me semble bien. C'est le morceau qu'on vient de vous passer, c'est Bekeland. Bekeland. Et c'est en lien avec le sujet de ma chronique. Bekeland, exactement. Donc, je ne suis ni musicienne ni musicologue et je vous avouerai que mes goûts musicaux sont franchement chétifs. Donc, je vais vous parler de Kalash de manière tout de même assez superficielle, juste histoire de présenter. Donc, comme j'ai dit, Kalash est un chanteur, artiste qui vient de Martinique. Il est surtout connu, enfin il est associé plutôt à la dancehall, mais ses morceaux peuvent être d'inspiration zouk, hip-hop, même un peu de kizomba je trouve. Il a des influences donc assez variées, mais surtout très connues dans la Caraïbe. Il a été en collaboration avec Admiralty. Tu connais quand même Admiralty? Je connais quand même. D'accord, donc grosse pointure du dancehall. Je pense que sa carrière a d'ailleurs démarré à peu près au moment où il a fait une collaboration avec Admiralty, mais franchement, ne me citez pas, hein, parce que moi et mes connaissances musicales. Il a travaillé aussi avec Booba, donc pointe Booba, du rap français, exactement. Français. Il me semble également qu'il a eu une collaboration avec Vybz Kartel, aussi très connu, jamaïcain, du dancehall. Tu me regardes avec des yeux. C'est pas grave. Mais là, je viens de vous donner des grands noms avec lesquels Kalash a travaillé. Double disque d'or, grosse superstar, chanteur préféré de ma petite sœur. Donc en gros, c'est du lourd, c'est du très lourd. Dès qu'il est le chanteur préféré de ta petite sœur, c'est du top. C'est du top de chez top. Et il y a quelques semaines, il a fait une vidéo, une petite vidéo qui n'est pas un clip musical, donc on ne va pas en particulier parler de sa musique, mais il a fait une petite vidéo, je pense à partir de Snap, où il s'adressait en fait au béquet. Et cette vidéo a fait un assez gros buzz. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, on la mettra en lien dans les ressources utilisées pour la chronique, comme d'habitude, sur Facebook, sur la page Facebook de Néo-Québec. Et en gros, il aborde plusieurs sujets dans cette courte vidéo. Il aborde le fait d'être stigmatisé par rapport à son apparence, d'avoir eu des problèmes aussi avec la justice, donc devoir se battre pour ça. Il aborde le fait d'avoir une responsabilité en tant que chanteur très connu, d'utiliser sa plateforme, donc importance en tant qu'artiste. Ça pourrait être un sujet de débat également. Est-ce que les artistes ont une obligation d'avoir des prises de position politiques ou pas? Donc lui, clairement, il le dit. J'ai 29 ans, je suis probablement la star la plus connue dans mon domaine. Peut-être que ça changera plus tard, il le dit lui-même. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai une plateforme, donc je me dois de parler. Mais ce n'est pas ça qui va faire le sujet du buzz de la vidéo. C'est au moment où il dit « En 2018, nous sommes encore une colonie en Martinique. Ils ont reçu légalement ce qui nous revenait par le sang, le viol et le meurtre de nos ancêtres. » C'est en référence au béquet. Et il va enchaîner, puisque c'est vraiment... la vidéo est un enchaînement de petites séquences. Donc un peu plus tard, on voit une autre séquence où apparemment il a dû recevoir des messages de personnes qui ont été choquées par ses propos. Donc il va le dire jeune béquet, donc il s'adresse au jeune béquet. Je suis déçu de vous. Vous dites que je suis déçu de moi, mais en vrai c'est moi qui suis déçu de vous. Je suis déçu de vos ancêtres. Et carrément à la fin de la vidéo, il insulte les béquets. Je ne cautionne pas les insultes, encore moins les insultes qui font appel à la maman, mais en tout cas, la vidéo culmine, on va dire. Il commence tranquillement et puis la vidéo culmine. Et ça a fait un buzz et je me suis dit, bah tiens. Et en plus, dans la vidéo, il va dire mai, on est en mai, vous savez ce qui arrive en mai. Et donc, il continue, mais il ne va pas expliciter. Donc, moi, j'ai voulu utiliser en fait le fait que sa vidéo ait fait le buzz pour revenir un peu sur ses propos, voir pourquoi ça a fait le buzz et qu'est-ce qu'il y a le lien avec béquet, commémoration de la résistance des esclaves en mai, le fait que Kalash en parle, d'où l'importance d'avoir mis sa musique Békéland. Puisqu'il va dire lui-même, c'est pas nouveau ce dont il parle, il en parlait bien avant d'être devenu célèbre avec Prends Pied, c'est juste que les gens qui le suivent apparemment ne connaissent pas les morceaux d'avant sa célébrité, le fameux Békéland. Bon, tout d'abord, premier point, on va jouer un peu aux poupées russes avec sa vidéo parce que c'est ma spécialité. Premier point, béquet, depuis un moment. Béquet, point d'interrogation. Donc, pour ceux et celles dont c'est la première fois que vous me voyez en vidéo, parce que c'est pas la première fois dont je parle, je pense que je peux mettre en lien à peu près toutes les vidéos où j'ai parlé soit de l'esclavage, soit de la Caraïbe, soit de la Guadeloupe, soit de la colonisation. Je reviens constamment sur les béquets, mais j'en profite puisque j'ai cette plateforme-là.
Donc les Békés, ce sont les descendants des familles esclavagistes. Il faut savoir, parce qu'on a tendance à l'oublier dans le roman national de l'histoire française, on passe sous silence énormément de choses. Il faut savoir qu'au moment où il y a abolition de l'esclavage, c'est-à-dire au moment où les esclaves, après avoir cessé de résister, de se rebeller, obtiennent cette liberté par le sang, les esclavagistes sont indemnisés de 6 millions de francs tout de suite, ainsi que 6 millions de francs sur 20 ans. Donc la France va verser cet argent aux esclavagistes et absolument rien aux esclaves qui sont victimes du crime. Donc il faut bien comprendre cet élément historique pour comprendre comment la France considère ses colonies, puisque comme le dit bien Kalash, nous sommes encore des colonies, et comment on va expliquer notre situation économique, hiérarchie sociale actuelle. C'est-à-dire que lorsque les esclavagistes reçoivent tout cet argent, ça leur permet d'acquérir massivement les terres, ça leur permet de fonder des banques, ça leur permet de mettre en place des entreprises. Donc, ils deviennent petit à petit des patrons. Et les esclaves qui n'ont reçu absolument aucune indemnisation du crime deviennent des ouvriers. Donc, ils vont devoir travailler pour un salaire de misère dans des conditions déplorables pour les anciens esclavagistes, sachant également qu'on a même des documentations qui montrent que au moment où il y a ce passage de l'esclavage au patronat, il y a une limitation des libertés des anciens esclaves qui parfois étaient pires que pendant l'esclavage. On a des cas où, par exemple, vous n'aviez pas le droit de sortir de votre commune si vous n'aviez pas une carte, en fait, où votre patron ou la personne pour qui vous travaillez vous donnait cette carte qui vous permettait de sortir de la commune. Et bon, il y avait des représailles très sévères au cas où vous vous trouviez au mauvais endroit, au mauvais moment et pas avec les bons papiers. Donc on a ce passage-là qui est fait. Et donc le fait d'avoir indemnisé massivement les esclavagistes, donc ces familles, a permis aujourd'hui de voir en Guyane française, en Guadeloupe, en Martinique comme en Réunion, je connais plus particulièrement la situation en Guadeloupe et en Martinique, une hiérarchie économique qui suit en fait la ligne de couleur. Donc on a une situation, on a 42% des grandes surfaces qui appartiennent aux Békés, donc aux descendants d'esclavagistes, 90% du domaine agroalimentaire, c'est eux, 65% des terres agricoles, c'est eux, et ils représentent moins de 1% de la population de Martinique et de Guadeloupe. Et pourquoi on peut encore aussi bien faire la séparation également, c'est qu'il faut bien comprendre que les Békés, ça ne se mélange pas. Hein, ça ne se marie pas avec la population locale noire, ça se marie entre eux. Donc on peut, et ça, le nom de famille se transmet. Donc le début de la musique de Kalash qu'on a pu entendre, où une femme interpelle les journalistes avec la liste de noms où elle leur dit allez les chercher, ce sont les familles des Békés. Parce que ce qu'on entend au début de la musique, c'est une grève ouvrière, on en reparlera un peu plus, une grève ouvrière où il y a une interpellation donc des ouvriers et des ouvrières de ces familles des Békés, puisque ce sont leurs patrons, et elle fait la liste des familles. Donc ils sont facilement situables, reconnaissables, on sait qui c'est, et donc ça ne se mélange pas. Il y a plusieurs vidéos que je vous mettrai en ressources qui existent pour expliquer encore plus en détail la situation actuelle. Donc non seulement on se retrouve dans une situation où nous travaillons toujours pour les descendants d'esclaves qui se font toujours autant d'argent, notamment dans le domaine de la banane. J'en ai parlé également dans ma chronique sur le chlordécone. La France a autorisé les Békés à continuer à utiliser le chlordécone des décennies après que les États-Unis avaient reconnu sa toxicité, des décennies après que la France et l'Europe avaient cessé de l'utiliser. Mais comme je le dis, le traitement des colonies, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Vous pouvez y faire ce que vous voulez, et notamment empoisonner les terres, empoisonner les populations. Je vous mettrai le lien de la chronique sur le chlordécone en dessous. Deuxième point qu'il aborde dans sa vidéo, il dit « On est en mai, vous savez que la commémoration arrive, c'est important de commémorer, mais on ne doit pas s'arrêter là, on doit aller plus loin dans la commémoration. Et on doit aller plus loin que simplement commémorer en fait l'histoire. » J'ai trouvé ce passage très intéressant parce que, oui, en effet, comme je le dis si bien, Cyril, constamment, la France est hyper championne dans le symbolisme, mais jamais rien dans le concret et le besoin de réparation ou de restructuration. Donc, le mois de mai, c'est en effet un mois assez chargé niveau commémoration en Guadeloupe et en Martinique, parce que c'est un mois où on a notamment, on a le 10 mai, on a le 22 mai, on a le 23 mai, ce sont les commémorations nationales de l'abolition de l'esclavage, on reparlera dans quelques secondes. Ce sont aussi les dates, donc, comme j'ai dit, de deuxième abolition de l'esclavage. Il y en a eu deux. Hein. Il faut comprendre que Napoléon Bonaparte a redébarqué 10 ans plus tard pour remettre l'esclavage après la première abolition. Et il y a eu résistance. Il y a eu Delgrès, Amulatrice, enfin, toute une histoire dont je vous mettrai en lien. Mais donc, on a dans cette obsession
française de la commémoration, on peut voir qu'il y a surtout, Case Rebelle en parle très bien, il me semble qu'à Mani Chronique également, je mettrai en lien leur article, il y a un véritable focus et récupération autour du vocabulaire de l'abolition. C'est-à-dire que le roman national français va constamment mettre en avant, va constamment mettre le focus sur Schellcher, sur les Français qui auraient donné la liberté aux esclaves. Donc cette commémoration, ce qu'on entend constamment, c'est la France qui finalement c'est droit des humains, droit des populations. On va reconnaître les populations noires comme étant libres et égaux. Et donc il y a vraiment ce placement de la France comme héros de cette histoire. C'est eux qui vont donner la liberté aux esclaves. Et donc il y a un véritable focus sur le vocabulaire de l'abolition plutôt qu'une commémoration des résistances des esclaves, ce qui devrait se passer notamment par rapport au 22 mai. C'est la résistance des esclaves, notamment face à l'arrivée de Napoléon Bonaparte, mais pas que. Il y a eu des résistances des esclaves, des rébellions, constamment. Je vous mettrai un article qui fait une chronologie là-dessus extraordinaire. Il y en a eu constamment. Il faut bien comprendre que, contrairement à ce que nous donne ce discours national de l'abolition, comme quoi on s'est rendu compte des valeurs humanistes et donc on a voulu faire passer cet agenda et donc on a libéré les Noirs, c'est pas ça qui s'est passé. La France ne s'est pas réveillée un matin en découvrant qu'ils avaient une âme et que les Noirs en avaient une aussi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu abolition parce que ça marchait d'un point de vue capitaliste et économiste. C'est-à-dire qu'on a des textes, on a les preuves que lors de ces débats autour de oui ou non, est-ce qu'on doit accorder, on peut accorder aux Noirs le fait d'être libre, il y avait vraiment cette idée qu'on est obligé de le faire parce que, si on veut survivre, il va falloir le faire parce qu'ils sont en train de nous tuer dans les colonies. Il y avait donc rébellion, résistance, il fallait protéger les maîtres blancs, c'est vraiment l'idée principale autour de cette décision. 2, on est obligé de le faire parce que c'est intenable d'un point de vue économique. On ne peut pas continuer à se faire des profits avec des esclaves qui se rebellent constamment. Donc si on fait le calcul, si on les paye une misère, au moins un rapport capitaliste va s'installer. Ils seront obligés de rester à leur place d'ouvrier s'ils veulent gagner un salaire. Donc il y a moins de risques qu'ils se rebellent face au patronat. Donc au moins on va pouvoir continuer à exploiter nos colonies et à faire du profit dessus. Et on va éviter de se faire massacrer. C'est ça qui va convaincre. C'est pas l'idée tout d'un coup qu'il y a de l'humanisme derrière. Donc attention à ce discours, à ce focus sur le vocable de l'abolition. De même qu'on peut le voir les commémorations autour de l'abolition, on a de la présence par exemple de Bernard Ayot en 2016, c'est un descendant des Békés qui a été invité à Paris, en France, pour assister à la commémoration, tandis que la brigade anti-négrophobie a été éjectée par la police de la célébration. Donc ça c'est pour vous donner une idée de la violence autour de cette commémoration version française, ce qui ne veut pas dire qu'on est contre la commémoration. Mais comme le dit très bien Joao, on peut faire une commémoration de manière autonome, c'est-à-dire on commémore la résistance de nos ancêtres. Et on n'a pas besoin des aides ou de la participation française à nos cérémonies. Autre thème très important dans sa vidéo, c'est, et que je développe un peu plus peut-être, c'est l'idée, comme je l'ai dit, du roman national autour de la commémoration. C'est un peu ce discours qu'il y a sur les Antillais comme, déjà Antillais, usage du terme Antillais, plutôt que Caraïbéen, comme une population un peu, c'est le doudouisme. Ils sont lents, ils sont bien en musique et en sport, mais à part ça, ils sont fonctionnaires lents, sont des sensus de l'aide française, ils ne rêvent que d'être fonctionnaires, ils sont apolitiques. Ça aussi, c'est une grosse vision qui est faite autour de nos populations, comme quoi nous sommes apolitiques, on attend juste les aides françaises, ce qui est faux, ce qui est extraordinairement faux, c'est un usage du stéréotype, parce qu'en fait, la vie politique, la vie syndicale, la vie associative, les résistances qui se sont faites au sein de nos archipels a une histoire extrêmement riche. Il y a un focus qui est fait autour de 2009, mais on n'a pas eu que la grève de 2009. En fait, depuis les années 60, lorsqu'il y a eu les fameuses vagues d'indépendance, donc ces populations qui se rebellent contre les empires, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ont fait partie des territoires qui se sont soulevés, qui ont résisté, qui ont eu des luttes d'indépendance extrêmement fortes contre la France. Je parle de résistance, il y a eu des bombes, il y a eu énormément de manifestations
pour se débarrasser de l'Empire français. Et ce qui s'est passé, c'est que ces luttes pour l'indépendance ont subi une répression extrêmement sanglante. Et je parle des années 60 aux années 90 jusqu'à de nos jours. Donc c'est une répression extrêmement sanglante. On en voit les CRS qui tirent à balles réelles sur les foules. On a eu des morts en 48, 59, 61, 74. On a un très beau morceau de Colobaste, février 74, à ce sujet. En 67 également, des dizaines et des dizaines plus de 80 morts causés donc à balles réelles. C'est le préfet qui ordonne de tirer sur les ouvriers, parce que souvent ce sont des grèves ouvrières qui lancent le mouvement, mais la jeunesse est également extrêmement impliquée, au JAM par exemple, et c'est non seulement une répression violente, sanglante de la part des CRS, mais c'est aussi une répression judiciaire légale que subissent nos populations, que subissent nos milieux syndicaux, nos représentants de lutte. Encore aujourd'hui, je mettrai en lien par exemple le journal Rebelle, qui est un journal que des étudiants font pour défendre le droit des étudiants face notamment aux décisions de préfet, mais également face aux proviseurs qui sont souvent, parfois viennent de France et ont une manière de traiter les étudiants, mais pas seulement, ils ne parlent pas seulement des étudiants, mais ça parle de là. Et ils sont constamment le sujet d'attaques judiciaires, obligés de se défendre face au tribunal. Donc, c'est toute la violence de l'institution judiciaire, légale, pénitentiaire qui s'acharne sur nos représentants, sur nos indépendantistes. On a eu des personnes qui ont disparu, il y a eu des tortures. Donc, lorsqu'on crée cette image de la Caraïbe, de la Guadeloupe et de la Martinique comme apolitiques qui vivent seulement parce que les Français sont là pour leur donner le RSA ou les aides et qui attendent, ce n'est pas vrai du tout, c'est en contraire à notre histoire, c'est invisibiliser nos luttes et c'est surtout invisibiliser toutes les violences qu'a fait subir la France et que continue à faire subir la France, nos populations et nos territoires, parce que tous ces meurtres, toutes ces années qui ont été documentées, on a la preuve qu'il y a eu, que les CRS ont débarqué, ont tiré à balles réelles sur la foule, on a le nom des victimes. Il n'y a jamais eu de justice, il n'y a jamais eu de coupable, il n'y a jamais eu de pardon forcément. Et surtout, et c'est pour ça que je tourne toujours des yeux lorsque on me parle des instances du type ONU, internationales et compagnies qui sont censées faire respecter les droits des populations par leur peuple, c'est qu'on a toutes ces grandes instances qui détournent les yeux sur le traitement de la France sur ses colonies. Parce qu'il faut bien comprendre que la France, au moment où en 1960, lorsque l'ONU adopte la résolution à l'octroi de l'indépendance au peuple et au pays et au peuple colonisé, en fait, ils ont une espèce de liste de tous les territoires qui sont reconnus comme formellement occupés. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane étaient sur cette liste jusqu'en 1947. Ce qui va se passer, c'est que la France va faire un tour de passe-passe légal en les déclarant, non, c'est pas des colonies, en fait, ce sont des départements français. Voilà, et à partir du moment où on est étiqueté département français, ce qui est de l'assimilation forcée, puisqu'il l'étiquette au moment où les populations réclament l'indépendance, donc il y a une assimilation forcée, les instances du type ONU vont dire « Ah oui, vous avez raison, ça, on retire de la liste. » Donc à partir de ce moment-là, la Guadeloupe et la Martinique, la Réunion et la Guyane ne sont plus considérées comme des colonies, mais comme des départements d'outre-mer. Hein, je rappelle que c'est l'océan qui nous sépare de la France, c'est 8000 km, mais on est des départements d'outre-mer. Et à partir de ce moment-là, il n'y va plus avoir aucune demande, aucun regard, aucun jugement. Il y en a eu, mais que la France, de toute façon, peut ne pas respecter, donc s'en fiche. Et plus aucune aide de la part internationale ou jugement international sur la manière dont la France traite ses colonies. Puisque, à ce moment-là, l'international se dit « Ah, ben en fait, c'est plus des colonies, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » Ce qui, dans le traitement des faits, nous sommes toujours des colonies. Ce que dénonçait finalement donc Kalash dans sa vidéo, pour revenir un petit peu sur le sujet. Et enfin, donc dernier pour conclure, ce qui est intéressant en fait avec le lien qu'il est fait avec le mois de mai, la commémoration Les Béquets, je vous mettrai tous les articles de Case Rebelle et de Joao sur le sujet, de Many Chronics également, c'est à quel point la commémoration, finalement, c'est véritablement un acte politique. Parce que qu'est-ce qu'on commémore lorsqu'on célèbre, lorsqu'on nous installe par exemple le Memorial Act, lorsqu'on a des discours dans ce fameux Memorial Act sur le fait que finalement les Africains, ils se sont aussi vendus eux-mêmes et puis il faut célébrer le fait que la France ait accordé la liberté. Donc c'est les deux thèmes les principaux du discours qu'on retrouve dans les commémorations françaises et également dans ce fameux musée qui a coûté des millions
toujours dans le symbolisme. On nous refuse systématiquement les demandes de réparation. On nous refuse la redistribution des terres, mais on peut mettre des millions dans un musée. Parce que, forcément, mettre en place, comme je dis toujours, le symbole, et comme le disent d'autres que moi, le symbolisme, c'est bien, c'est intéressant parce que ça ne remet pas en cause le système, la structure du système, ni les rapports de classe, les rapports de race, ni la hiérarchie. Ça ne remet rien en cause. Donc, on peut faire dans le symbolisme, on peut déclarer que l'esclavage était un crime contre l'humanité en 2001 parce que ça ne va rien changer au traitement en 2018. Donc, non seulement on doit s'interroger sur qu'est-ce qu'on commémore, mais sur la manière dont on commémore. C'est-à-dire qui on veut mettre au centre de nos histoires, quelle histoire on veut remettre en avant, parce que l'histoire nationale française nous invisibilise et c'est une énième violence que nous subissons. Et je ne connais pas particulièrement, pour conclure, toute la carrière de Kalash. Je ne dis pas que c'est... Parce que malheureusement, souvent, il peut y avoir des morceaux qui peuvent être pas très respectueux des femmes noires ou pas. Et je ne connais pas sa carrière pour le savoir, honnêtement. Je dis juste que dans cette vidéo-là, tout ce qu'il a dit est particulièrement intéressant. Tout ce qu'il a dit, j'ai pu jouer aux poupées russes avec. Je trouve ça intéressant. Donc, son propos, je ne peux que le soutenir. Dans cette vidéo-là, quand je l'ai vu, je me suis dit oui, sauf l'insulte aux mamans, parce que on n'en avait pas besoin. Mais à chaque moment où il disait quelque chose, j'aurais aimé qu'il développe. Parce que parfois, si vous ne savez pas cette histoire, c'était pas une chanson, c'est qu'une vidéo, il parle seulement. Mais il renvoie à Bekeland. Donc, si vous ne connaissez pas Bekeland, allez écouter. Et ensuite, renseignez-vous sur l'histoire de nos territoires. On va l'écouter de toute façon. On va l'écouter. Et donc, en ce moment, ça continue à faire le buzz ou ça s'est calmé un peu? Malheureusement, ça retombe très vite. C'est les médias, c'est les réseaux sociaux. Mamoudou Gassama a pris le pas sur le buzz médiatique. Buzz, ouais. Et ce qui se passe aussi en Guadeloupe et en Martinique, c'est souvent, malheureusement, un microcosme révélateur des rapports de pouvoir, de force au macro. Mais comme c'est du micro, très peu de gens prennent le temps, de se renseigner, de regarder, de connaître et de comprendre. Donc, tu viens de le faire pour nous. Merci beaucoup. Je m'acharne à le faire. Mais, je ne vous laisserai pas oublier l'existence de notre territoire et la colonisation française. Jamais. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça se passe. Merci beaucoup, Jeanne. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.